Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief du Tour des Flandres. Tout d'abord, n'hésitez pas à aller sur YouTube pour voir le débrief du Grand Prix Miguel Indurain, le débrief également de la Volta Limbourg Classique. C'est arrivé ce matin, enfin dans l'après-midi, je les ai enregistrés ce matin. J'ai enregistré ça de 9h30 à midi et j'ai fait le montage pendant que les premiers secteurs pavés. Donc vous pouvez regarder tout ça sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Les shorts TikTok sur juste après l'arrivée des grandes courses, notamment la semaine prochaine avec le Tour du Pays Basque, notamment. Puis il y aura le Région Pays de la Loire Tour également sur la chaîne. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Tour des Flandres 2024. Ça a été une édition très rapide. Moyenne de cette course chez les garçons. On était à 44,4 km/h, donc c'est quand même pas déconnant sur cette épreuve-là, avec une échappée qui n'a jamais eu énormément d'avance. L'échappée a eu au maximum 4 minutes et l'écart s'est vraiment stabilisé dès le début des premiers secteurs pavés. Voilà, on a bien compris assez vite que ça allait pas le faire. Un début de journée qui a été assez calme, j'ai envie de dire, et puis après bien entendu des premiers secteurs il y a eu des petits soucis, dans le vieux Quarmont notamment on a une chute avec le coureur de la Q36.5 Monk, il y a eu, ou Mink, je sais plus comment on doit dire, il y a eu Lennart, il y a eu Zimmerman qui est tombé, Mohoric aussi, au final Mohoric qui n'a pas fini, Mohoric qui est aller à l'hôpital, il faudra voir s'il y a des grosses blessures. Il y avait Dylan Tuns également qui était impliqué dans cette chute. Alaphilippe, lui, était loin dans ce passage du vieux Quarmont. Et puis ensuite, on a Alpecin qui emmène le peloton dès les premiers secteurs pavés. Parce qu'au tout début, on avait eu la Visma Leasebike Q36.5. Alpecin emmène avec parfois l'aide de la Lidl Trek dans certaines portions. Grosse chute à 127 km de l'arrivée. Chute causée, il semblerait... Enfin, causée. Il y a une spectatrice qui a été impliquée dans cette chute, avec notamment deux tirs qui étaient dans cette chute, Boivin, Lévy, et également de la Uno X qui était impliquée dans cette chute. À ce moment-là, on a Groupama, Alpecin à l'avant de la course, et à 117 km de l'arrivée, le groupe 1 par rapport au peloton, on est à 3 minutes d'écart. Quelques kilomètres après, de nouveau une grosse chute avec Jensen, De Mester, Madouas ralenti par cette chute. Et puis après, on a la Visma qui roule pour Jorgensen. Jorgensen qui va accélérer. Et ensuite, c'est le Show Pedersen. Première attaque à 110 km de l'arrivée du côté de Mats Pedersen qui accélère. Au même moment, Krag Andersen qui a une crevaison, ce qui fait qu'on se retrouve à avoir un Van Der Poel qui est tout seul dans le peloton, qui se retrouve un peu isolé, et ce qui fait qu'on va avoir pas mal d'attaques, notamment dans le Molenbeek avec Jorgensen, avec Kung également. On se retrouve à avoir un petit groupe même avec Pity et Gotera. À ce moment-là, les Émiratis ne sont pas à l'avant de la course, et puis une nouvelle attaque à 95 km de l'arrivée, et là c'est là où Van Der Poel se retrouve seul, et à un moment il va avoir 20 secondes de retard sur un groupe, notamment avec Pedersen qui a lancé la première attaque. On a également Nathan Turner, sauf qu'il va réussir à revenir une dizaine de kilomètres après, et ensuite il aura l'aide de Krag Andersen notamment, qui va lui permettre de garder le contact. Ensuite, c'est plutôt une course avec élimination à l'arrière, notamment Kung qui se fera éliminer, Mark Hirschi. Dans le deuxième passage du Vieux Quarmont, on a un forcing de Lascano très important avec Van Der Poel derrière, dans ce deuxième passage du Vieux Quarmont.
Et puis après, tout s'est joué dans le Koppenberg, alors que Garcia Cortina était sorti en haut, juste après le Paterberg. Il avait même une vingtaine de secondes d'avance. Il arrive dans ce Koppenberg, sauf que ce Koppenberg était humide, très difficile. Et à partir de ce moment-là, c'est la débandade derrière Van Der Poel. Seul Van Der Poel, grosso modo, et Jorgensen arriveront à passer sur leur roue, sur leur pédale. Tous les autres seront obligés de mettre pied à terre, et c'est là où ça a créé des gros écarts. Et dans le final, Van Der Poel s'impose. Derrière, on avait un groupe avec Bettiol, Tons, mais qui sont repris juste à l'arrivée. Et puis Jorgensen, lui, a complètement explosé. J'ai envie de dire comme les Visma Leasebike dans le final. Pour faire un petit résumé de cette course, on va revenir sur les 2 points vont faire un petit peu scandale, on va dire, dans cette édition. Premier point, c'est le Koppenberg. Alors, fallait-il passer par le Koppenberg? Est-ce que c'était dangereux, le Koppenberg? J'ai envie de dire, il fallait passer par le Koppenberg, parce que déjà, ça fait partie de l'histoire de cette épreuve. C'est comme si, c'est comme un Paris-Roubaix sans la trouée d'Arenberg. Il manque quelque chose. Un Tour des Flandres sans le Koppenberg, et sans le vieux Quarmont, et voilà, il manque un truc, quoi. Le Koppenberg, on sait que c'est le mont le plus dur de Belgique avec les pavés, c'est là où il y a le plus de pourcentage. On sait que ça peut être très compliqué. Pour moi, ce n'était pas dangereux parce que, contrairement aux filles même, où je trouve que c'est plus dangereux pour les filles que pour les garçons, on a déjà de l'écrémage qui a été fait auparavant. Contrairement aux filles, où souvent il n'y a pas d'écrémage. Et on s'aperçoit que chez les filles, il y a au moins 20 filles qui ont réussi à passer. Pourquoi? Il fallait doser sa force dans cette montée. Il fallait juste doser. Il fallait pas tout mettre. Il fallait être à l'aise sur son vélo. Et pour moi, quand on regarde la course des filles, on s'aperçoit qu'il y en a 20-25 qui arrivent à passer sans problème. Donc, pour moi, c'était pas le problème, en fait, ce Koppenberg. C'est juste que les garçons, ils ont voulu tout mettre parce que certains voulaient peut-être faire la différence par rapport à Van Der Poel. La différence aussi, c'est que Van Der Poel fait du cyclocross, ce qui n'était pas le cas de certains de ses adversaires. Et ça lui a donné un avantage précieux sur la maîtrise de son vélo, surtout sa maîtrise de son vélo en bosse, dans des conditions avec faible adhérence. Et ça, on le retrouve que dans le cyclocross. Et c'est là où on se dit c'est dommage de ne pas avoir eu Van Aert. Deuxième polémique, c'est le sprint de Michael Matthews. Il est régulier pour moi, le sprint de Matthews. Certains avaient des doutes. Pour moi, c'est le même sprint que Guilherme à Tirreno. Binyam Guilherme, c'est-à-dire on commence à un bout de la route, on se décale au fur et à mesure parce qu'on sent qu'il y a les autres qui remontent. Pour moi, c'est un sprint irrégulier. Il gêne légèrement Mozzato. Alors, c'est pas une grosse gêne, il n'y a pas chute. Mais pour moi, Mozzato, il ne sait pas trop où va aller Matthews. Et parce que Matthews sait qu'il va se faire remonter sinon. Donc pour moi, le fait de disqualifier, c'était logique. Surtout ce qu'on avait vu avec Binyam Guilherme. Là, il y a une cohérence de décision. Vous savez que c'est souvent ce dont je me plains du côté de la Formule 1 et du côté de la FIA. Là, du côté de l'UCI, il y a une cohérence de décision. C'est pour moi le même sprint que Guilherme. Donc ça a les mêmes conséquences. Bon point Matthews, c'est vrai qu'il perd le podium. Après, malgré tout, en termes de points pour Jaiko Alula, il passe en 11e, donc il marque quand même des points. Il n'est pas à 0 parce qu'il a été relégué à l'arrière du groupe, mais il n'est pas à 0 points UCI du côté du sprint Michael Matthews. Je crois qu'on a fait le tour un petit peu de toute cette course. Pour le moment, on regarde les coureurs au top. Attaque de Marlou! Les coureurs au top de cette édition 2024 du Tour des Flandres. Mathieu Van Der Poel. J'avais dit dans les commentaires, c'était pas totalement fait après à travers les Flandres, j'avais dit la question est de savoir comment il va gérer ce statut de leader sans avoir Van Aert à ses côtés, et notamment dans ce statut-là dans le peloton. Au final, quand tu regardes, il n'y a que pendant 10 km où il est en difficulté. Et je trouve qu'il a été assez intelligent à ce moment-là de se dire ok, j'ai laissé partir un groupe, tu vois, c'est vers 100 km de l'arrivée, quand il y a l'attaque de Pedersen à 95 km de l'arrivée, il laisse partir le groupe avec Pedersen, il n'est pas dedans. Il a été suffisamment intelligent pour attendre le retour de Kragh Andersen. Au final, quand tu regardes, c'est surtout Kragh Andersen qui a eu un apport aujourd'hui important en tant qu'équipier, parce qu'il n'avait pas Philipsen aussi. C'est vrai que les autres coureurs ont été moins importants. Après, Axel Laurence, par exemple, n'était pas prévu au départ.
Il arrive un petit peu en catastrophe sur cette épreuve. Et Sylvain Dillier a eu un travail, mais plutôt en amont de la course. Du côté de Van Der Poel, il peut me dire merci quand même à Craig Anderson qui a quand même fait une sacrée perf parce qu'il crève 15 km avant pour réussir à re-rentrer, c'était pas évident. Et puis après Van Der Poel, bah, ça joue dans le Koppenberg, mais encore une fois, il était quand même très fort dans tous les autres secteurs. On le voit aussi dans d'autres portions où il est costaud parce que Pedersen n'arrêtait pas d'attaquer, il a fait beaucoup d'efforts. Et il a réussi à bien résister. Et puis on voit que ça a quand même pas été si facile que ça pour Van Der Poel parce que dans l'interview d'après-course, je l'ai vu là, parce que moi j'ai regardé sur France Télé, donc ils n'ont pas diffusé les interviews d'après-course. Ils ont dit on passe tout de suite à la course des filles. Allez, bim bam boum. Mais quand on voit son interview d'après-course, Van Der Poel, tu sens que physiquement il a bien souffert quoi, Van Der Poel. C'est-à-dire que vraiment, il est fatigué. Tu sens qu'il cherche un peu ses mots. On le voit même manger un gel dans les 10 derniers kilomètres parce que tu sens que c'était pas si évident que ça pour Van Der Poel, mais il a eu de la chance. Enfin, il a eu de la chance. Oui, il a eu de la chance, c'est la pluie. La pluie, ça a aidé Van Der Poel parce que les secteurs pavés sont devenus plus glissants, donc c'était plus difficile pour les coureurs. Mais après, bon, ses adversaires, ils peuvent aussi s'entraîner à faire du cyclocross. Hein. C'est pendant l'hiver, je sais pas moi, mais Kung était déjà plus dans le coup, mais Jorgensen, peut-être que pendant l'hiver, faire 2-3 cyclocross, ça peut être intéressant, se frotter à ce domaine-là. Parce que là, on voit ce qui a fait la différence, c'est les qualités en cyclocross de Van Der Poel. Peut-être qu'avec Van Aert, ça n'aurait pas fait autant de différence, mais on voit que ça s'est vraiment joué sur la technique. Encore une fois, il fallait réussir à doser l'accélération et il a été le seul quasiment à réussir à le faire. Alors, Jorgensen a réussi un petit peu, mais je crois que Jorgensen, il a souffert, c'est le kilométrage. C'est le kilométrage qui a eu raison de Matteo Jorgensen, qui a bien explosé dans le final. Et puis après, bah, on savait qu'il était quand même une jambe au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait peut-être Pedersen, sauf que Pedersen fait beaucoup d'efforts et qu'il n'arrive pas à le sortir. La question était de savoir est-ce qu'il allait être isolé, est-ce qu'il allait se retrouver seul, sauf qu'en fait, Craig Anderson a fait une grosse performance de ce côté-là. Donc en fait, il s'est jamais vraiment retrouvé seul, à part pendant 5-6 km. Et je trouve qu'il a plutôt bien géré dans cette situation-là. Et puis après, physiquement, il était au-dessus. Il était au-dessus et je pense que cette année, il peut faire du doublé avec Roubaix. Déjà parce qu'il n'y a pas Van Aert, mais il est très fort. Il faudra réussir à le décoller à Roubaix. Malgré tout, ça va pas être si facile que ça parce que être favori à Roubaix, c'est pas simple. C'est pas simple parce que l'aspect tactique est plus important que sur le Tour des Flandres. Donc il faudra qu'il arrive à gérer ça, mais il aura Philipsen. Et puis Craig Anderson sera toujours là. Sylvain Dillier aussi sera peut-être plus à l'aise. Donc ça sera peut-être plus facile pour Mathieu Van Der Poel. Mais il peut dire merci à Craig Anderson. Je pense que ce soir, ça a été un des artisans importants de sa victoire. Et puis forcément, la chute à travers les Flandres, ça a eu des conséquences sur le suspense de la course. Mais belle perf de Van Der Poel. Grosse performance de Mathieu Van Der Poel. Et puis surtout, réussir 5 fois sur le podium d'affilée. Ce qui montre aussi la régularité. C'est ce chiffre-là, moi, je retiendrai même plus que les 3 victoires. C'est 5 podiums d'affilée. Ce qui montre que sur cette course-là, c'est son terrain de jeu, c'est son territoire. C'est vraiment là où il est le plus fort, où il se sent le mieux sur cette épreuve-là. Et puis c'est formidable la course qu'il a réalisée. Et puis, on voit que le cyclisme a changé parce que comme maintenant on a des Van Der Poel et autres qui déclenchent la course de loin, et Pedersen s'est senti obligé d'attaquer de loin. On a vu également Abrahamsen qui a tenté de loin du côté de la Uno X. Même à la Philippe à un moment fait une attaque. Tous les coureurs tentent de loin maintenant, essayent d'anticiper.
Ce qui rend la course plus difficile, et forcément quand la course est plus difficile, les hommes forts arrivent à s'en sortir un peu mieux. C'est vrai que ce Koppenberg a eu des conséquences, mais de toute manière, au niveau du Koppenberg, il y avait déjà plus grand monde qui arrivait à suivre Van Der Poel. Voilà, c'est dommage pour Garcia Cortina, pour Lascano, mais il faut savoir maîtriser son vélo. Je suis désolé, il faut savoir. Voilà, pour moi c'est pas un problème d'aller sur le Koppenberg parce que encore une fois, on est sur une course pavée aussi. Je dirais pas ça si on était sur une arrivée au sprint, mais il faut savoir maîtriser son vélo au bout d'un moment. Et là, regarde les filles. Et pourtant, les filles, elles ont une course avec beaucoup plus de pluie, parce qu'elles se sont pris des seaux d'eau sur la fin, parce que notamment le vieux Quarmont était détrempé. Du côté des filles, bah, les filles ont réussi à passer tranquillement ces secteurs pavés-là. Donc voilà, elles ont montré plus de maîtrise. Et pourquoi? Parce que les filles sont, il faut le dire quand même, un peu moins puissantes. Et donc, il fallait gérer sa puissance, en fait. Il fallait ne pas trop en mettre, parce que sinon, on patinait et on partait un petit peu dans tous les sens. C'était bien montré, même l'année dernière, sur On reconnaît nos classiques. Je crois que c'est déjà le Koppenberg, ou le journaliste, c'est Gérard Véry. J'ai peur de me tromper sur le nom. Mais corrigez-moi dans les commentaires. Qui montre bien qu'une fois que tu as posé pied à terre dans un secteur pavé, c'est quasiment impossible de redémarrer. Et qui montre bien que certains secteurs sont extrêmement glisants. Et le Koppenberg, c'est le plus dur, peut-être, de Belgique. Deuxième coureur top. Bah alors, j'ai mis. Au final, je vais mettre Michael Berg. Parce que je m'attendais. En fait, je vais mettre Berg et Morgado. Polite, performant. Bon, même si c'est peut-être pas le terrain le plus favorable, on a vu quand même en début de saison sur le Hetniesblatt, on a bien vu qu'il était performant et que ça lui faisait plus peur en fait ces difficultés-là à Polite. Et puis on avait bien compris que chez UAE, bah, il fallait tenter quelque chose. Alors certains diront c'est dommage parce qu'ils font 4, 5, 6 du côté de la UAE, mais il n'y avait pas forcément le coureur pour faire la différence. Et puis ils reviennent surtout de l'arrière, hein, il faut bien le dire, du côté de la UAE. Mais Berg, moi je ne m'attendais pas à le voir à ce niveau-là. Ça c'est intéressant pour Roubaix, parce que Berg, Roubaix, ça correspond vraiment à ses qualités, et notamment ses qualités de rouleur. Et là, il va pouvoir être très costaud, le coureur danois. Et puis Morgado, c'est-à-dire que ça fait depuis 2 mois qu'il nous bassine en disant j'aime pas les pavés, les courses pavées, moi, je trouve que c'est la merde, que c'est difficile. 5e pour un premier Tour des Flandres, bon, voilà, hein, ça en impose un petit peu. Après, encore une fois, hein, c'est la génération Axel Laurent, c'est des coureurs qui sont très performants, très forts. Et Morgado, on parle beaucoup de Del Toro, mais Morgado, c'est une pépite aussi. C'est une pépite parce que il était très fort chez les juniors face à Herzog, quand il est vice-champion du monde. Mais il faut voir la débauche des énergies dans les 2 dernières heures de course de la part de Morgado. C'est-à-dire, il met Minas sur Minas en Australie. Derrière, face à Axel Laurence, sur un terrain qui lui convenait peut-être un peu moins, il arrive à être performant aussi. Du côté de Glasgow, il fait 2e. Entre-temps, il fait une très bonne saison chez les Espoirs, ce que n'a pas réussi à faire Hill Herzog. Et puis, un talent pur, quoi. De toute façon, UAE, là encore, il l'avait repéré très tôt, parce que, bon, contrairement à ce que disait Laurent Jalabert, il a été repéré dès son année de junior, lui. Dès sa dernière année de junior, ils avaient décidé de le recruter. UAE, ils avaient décidé de le faire passer par l'équipe d'Axel Merckx et ensuite de le prendre dans l'équipe 1. Donc ça montrait bien qu'ils avaient repéré un gros talent, mais Morgado, c'est fort. Et surtout, il a tenu la distance, parce que on voit avec Laurens Pitty, par exemple, c'est pas simple la distance. Encore une fois, c'est 6 heures, 6 heures et quart de vélo, je crois, aujourd'hui. Ouais, 6h05, un petit peu. Mais bon, c'est plus de 6 heures de vélo. Donc c'est à une grosse intensité. On est quasiment à 45 de moyenne. Enfin, on a 44,5 pendant 6 heures de course. Il faut réussir à tenir cette cadence-là. C'est dire quand même la capacité qu'il a Morgado sur ce type de classique-là. Moi, je pense qu'il va falloir s'en méfier, c'est sur l'Amstel.
Morgado. Parce que sur l'Amstel, c'est un coureur qui va peut-être réussir à faire la différence. Il a les qualités en plus sur les sprints en petit comité. Il n'est pas si mauvais que ça hein, sur les sprints en petit comité. Donc c'est un coureur sur lequel il faudra faire très attention. Je ne sais pas s'il est prévu sur l'Amstel, Morgado. Mais s'il n'est pas prévu sur l'Amstel, je dirais à UAE de le prévoir. Et il faudra faire, pour l'instant il n'est pas marqué sur l'Amstel, mais il faudra faire très attention à lui. Et puis Michael Berg, ouais, bah, je pense que, alors il n'est pas marqué non plus sur Paris-Roubaix, mais moi je le prendrais sur Paris-Roubaix. Et puis Polite, Roubaix il connaît déjà bien hein, cette course-là. Il y a qui est prévu sur Paris-Roubaix du côté du AE? Pour l'instant, c'est Tim Wellens et Polite. Au final, même du côté du AE, on s'attendait plus à avoir Tim Wellens. Et c'est presque Tim Wellens qui a été le plus discret de cette équipe. Mais il y a quand même, ils ont montré une belle force collective. Alors oui, il n'y a pas la victoire au bout du côté de cette formation. Mais je pense qu'ils n'avaient pas l'arme de toute manière pour suivre Van Der Poel. Et puis bon, ils arrivent quand même à conclure dans le final. Je pense qu'ils ont beaucoup participé à la poursuite derrière. Peut-être aussi pour tenter de remonter sur Tuns et sur Bettiol. Donc voilà, je pense qu'on peut saluer quand même la UAE et surtout Berg, Morgado. Et puis Polite fait quand même podium. Podium sur Roubaix, podium sur le Tour des Flandres. Ça n'a pas dû arriver non plus à 1500 coureurs dans leur carrière, donc c'est quand même pas mal. Et puis Berg, Morgado, très très bien. Donc voilà la UAE, deuxième au top, troisième au top. Bah oui, on est obligé de le mettre. Hein. Mozzato. Qu'est-ce qu'il nous a fait Mozzato aujourd'hui? C'est-à-dire que pendant très longtemps, je l'ai vu à l'arrière du groupe, je me disais, putain, c'est pas Mozzato. Je me disais au départ, putain, je regardais un peu sur Pro Cycling Stats, parce qu'au départ, j'ai vu un BNB Hotel. Je me suis dit, putain, ça peut être qui le BNB Hotel à ce moment-là de la course? Parce qu'on est à 60 bornes de l'arrivée, je me dis, putain, il y a encore un BNB Hotel. Je me dis, c'est bien quoi. C'est bien pour BNB, je me dis, tiens, ils vont pouvoir faire top 15, ça va être super. De là à faire deuxième de cette épreuve, c'est très solide. Surtout que tu sentais bien que le matin, ils étaient pas sûrs sur deux. C'est-à-dire ils mettent David Decker dans l'échappée, parce que je pense que bon, ils n'étaient pas totalement sûrs. David Decker qui a tenu assez longtemps, parce que malgré son changement de vélo, il est quand même dans l'échappée. Ensuite, on perd assez vite Donovan Grondin. Mais moi, je me disais peut-être plus McClay. Et puis là, je vois Dossard 46. Je me dis, putain, 46, c'est qui le 46? C'est pas Sénéchal, je savais que Sénéchal c'était le 1. Donc je dis, je vais regarder sur Pro Cycling Stats sur mon téléphone pendant que je regarde la course, tu vois, pour revoir la liste de départ. Et là, je vois, oh putain, c'est Mozzato. Et là, je me dis, Mozzato, bon, tu vois, c'est très bien, mais je me dis, il va exploser dans les côtes les plus compliquées. Sauf que tu remarqueras qu'on ne l'a pas vu de la journée, à part sur les caméras de peloton, mais il n'a pas fait l'effort en trop. Ce qui lui a permis, je pense, dans la dernière heure d'en garder. Puis après, il fait un super sprint. Parce que de toute manière, même si Matthews n'avait pas été déclassé, il était deuxième. Hein. Mozzato. Et surtout, pour Arkea BNB Hotel, c'est Mazel Tov, c'est Pâques. Voilà, on peut dire c'est Pâques. Putain, c'est le chocolat de Pâques, c'est Noël. Même plus que Pâques. Parce que, comment dire, 640 points UCI, 1000 points marqués sur la semaine. D'une situation où ça commençait quand même à un petit peu pied du cul du côté d'Arkea, parce qu'en plus Arnaud Démare avait du mal, il se relance totalement dans la course au maintien du côté de la formation avec ses 1000 points marqués, et puis surtout comparé à Cofidis qui en a marqué beaucoup moins, comparé à Astana, l'écart avec Astana va s'agrandir, mais même comparé à des équipes, je crois qu'Israël, Jaïko Aloula par exemple, et là il marque des très gros points par rapport à cette formation-là, et ils font une très très belle remontée. Voilà, 640 points UCI, c'est énorme du côté de Arkea BNB Hotel. Je vais vérifier même. Vous avez 30 points également d'Albanese, donc ça fait 670 points marqués sur cette seule épreuve, en sachant que Sénéchal s'était pété la clavicule, donc on se disait putain, la campagne des Flandriennes, ça va être l'horreur. Qu'ils n'avaient pas Mathis Louvel également qui s'était blessé, qu'Arnaud Démare est hors des formes, on se disait putain, bon, que cette campagne des classiques va être difficile. Et là, putain, ça les relance complètement. Et là, j'espère qu'après la route à d'Élite Vitré, cette course-là, ça va créer une vraie dynamique dans cette formation. On voit que Jente Bierman, c'est pas mal. Mozzato aussi, c'est un coureur qui progresse.
Moi, je ne le voyais pas du tout performer sur cette épreuve. Bah, c'est bien, bravo Luca Mozzato. Premier podium sur un monument. Bah, ça, c'est très rassurant pour la suite. Coureur qui fera le Grand Prix de l'Escaut, ça sera mercredi. Puis Paris-Roubaix. Donc c'est un coureur qu'il faudra peut-être sur lequel il faudra miser sur le Shell des Prages. Sur Paris-Roubaix, il faudra voir parce que les pavés, encore une fois, de Roubaix sont différents. Mais sur le Shell des Prages, c'est un peu. Donc, alors, auprès de l'Escaut, c'est un coureur qui peut vraiment être bon. Vainqueur, on rappelle, hein, de la Corsaille classique aussi. Donc, en 15 jours, il gagne la Corsaille classique, donc une Pro Series. Il fait 2 aujourd'hui. Il avait fait 15 de Gand, 18 à travers la Flandre, 10e de Bruges de Panne, 21e du Grand Prix O3. Donc, c'est vrai que quand on regarde un petit peu ces résultats, il y avait quelque chose qui nous indiquait que ça commençait à arriver au niveau des grandes courses, mais bon, de là à réussir à faire cette performance-là, chapeau Mozzato, je m'y attendais vraiment pas, donc très très bien, à 26 ans, belle progression, et puis il y a peut-être une nouvelle carrière qui s'amène à lui. Voilà, donc très bien, très fort. Troisième Tour des Flandres hein, pour Mozzato, ça sera son 4e Roubaix, normalement. Et sur le Tour des Flandres, il avait fait 25e en 2022. Voilà, il ne l'avait pas fait en 2023. En 2023, il avait fait 20e de Roubaix. Mais ouais. J'étais passé à côté des talents de coureurs pavés de Luca Mozzato. Et puis, je termine du côté des coureurs top avec Dylan Teuns. Très fort Teuns, très très fort aujourd'hui. Moi, j'ai été impressionné. En fait, il déchausse dans le Koppenberg, mais quand il relance la machine, c'est vraiment costaud. Et pour un coureur qui n'a pas fait de pavé cette année, parce que Teuns, il avait quasiment pas couru. Hein. Il a fait l'Estradé, Tour de Catalogne où il était passé un petit peu à côté en plus. Puis depuis le début de saison, moi j'avais regardé un petit peu ses résultats. Je crois que sur le Tour de Catalogne, je voulais le mettre flop un jour et je l'avais pas mis flop où j'avais hésité. Du côté de Dylan Teuns, puis il passait complètement à travers. Donc il avait quasiment pas couru sur les classiques flandriennes. Il reprend là après une interruption de une semaine. Pouf, il claque une 8e place. Bah, solide, costaud. Alors lui il fera Flèche Brabançonne, Amstel, Flèche Wallonne, Liège. Bah, ça va peut-être le relancer pour la Flèche Wallonne qu'il avait déjà remportée et pour ses classiques ardennaises qui correspondent à ses qualités. Mais c'est là quand je vous disais que c'est quand même un parcours qui est punchy. Le Tour des Flandres, bah, ça se confirme hein, parce que quand vous regardez, il y a du Bettiol, il y a des coureurs quand même qui sont plus performants sur ces terrains-là et qui arrivent à très bien s'en sortir. Je pense à Matthews aussi sur les parcours punchy et très très bien. On voit aussi belle 13e place du côté d'Israël qui marque des gros points. C'est Riley Sheehan, hein, le coureur qui avait gagné Paris-Tour, qui jusqu'à maintenant avait été assez discret. Je ne sais plus qui me l'avait mis dans les commentaires comme coureur à suivre. Bah, Riley Sheehan, pas mal aussi, 13e. Je rappelle, c'est un coureur qui a que 23 ans, qui n'a pas participé à ces courses-là l'année dernière, donc c'est plutôt une belle perf. Il fera Paris-Roubaix, il faudra se méfier hein, à Paris-Roubaix de Riley Sheehan, puisque à Paris-Tour il avait été impressionnant. Et ce qui fait que du côté d'Israël, là aussi on marque au final on marque des gros points. Je disais qu'ils avaient marqué moins de points que Arkea. Au final, c'est 285, 300, 315 points. Donc, ils perdent 300 points par rapport à Arkea, mais c'est plutôt pas mal. Encore une fois, c'est plutôt Jaiko Alula et surtout Cofidis hein, qui perdent des points, parce que Cofidis, sur cette épreuve-là, si on compare, c'est 5 points UCI marqués avec Pitalgart, et c'est le seul qui a fini. Tous les autres coureurs ont abandonné. Dans cette formation. Astana, c'est 0 points UCI. Eux, ils ont tous abandonné. Alors là, belle perf du côté d'Astana, j'avais pas fait gaffe. Ils ont tous abandonné. Fedorov, Morkov, Syriza, Selig, Keshbol, qui a été donc le dernier, je pense, à abandonner. Même si on regarde la Lotto Destiny, par exemple, la Lotto Destiny, aujourd'hui, c'est que 50 points marqués. Donc la DSM, c'est 30 points marqués. Donc là, ils font une très très belle opération Arkea aujourd'hui. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Premier bonnet d'âne du jour, au final, Visma. Hein. C'est quand même fou, Visma Leasebike. Quand tu prends quand même cette équipe depuis 4-5 ans, tu t'aperçois que c'est une équipe qui arrive à être performante sur les épreuves type de préparation d'avant monument.
Par contre, sur les monuments pavés, il passe quand même souvent à côté. C'est quand tu regardes les 4-5 dernières années, ils ont toujours souvent des belles équipes, ils ont même de plus en plus des belles équipes, sauf que ça passe à côté. Alors c'est sûr que là, ils n'ont pas eu de chance. Laporte, grippe intestinale, Van Aert blessé, donc ils doivent se contenter, on va dire, de Jorgensen sur cette épreuve-là, de Tratnik, de Van Barle. Certains de ces coureurs-là qu'on avait vus en difficulté, hein, je pense Tige Benoot est moins impressionnant que l'année dernière. Tratnik n'était pas là en plus, je dis une connerie. Donc c'était Jorgensen, Benoot et Van Barle. Sauf que Van Barle est pas très bon depuis le début de saison. Benoot moins impressionnant que les années précédentes. Et puis Jorgensen, il y avait quand même une grande question, c'était de savoir est-ce que 270 km, il allait les tenir. C'était une des questions qu'on pouvait se poser. Et puis surtout, comment ça allait se passer avec ce statut de leader. Ce qui est quand même fou, c'est un peu comme la SD Works chez les filles. On n'a jamais eu l'impression qu'il y avait un leader désigné le matin au briefing. C'est-à-dire qu'on a vu Van Barle rouler, on a vu Jorgensen rouler, on a vu Benoot rouler. C'est peut-être même Benoot qu'on a vu le moins rouler. On a vu Van Dijk attaquer, par exemple. On a vu Benoot attaquer aussi. Il n'y a pas eu vraiment de stratégie extrêmement claire du côté de cette formation. Jorgensen, ce qui lui manque dans la dernière heure de course, c'est ce qu'il fait comme effort entre 115 km de l'arrivée et 95-90 km de l'arrivée. Cette demi-heure, trois quarts d'heure là, où il va énormément attaquer, où il va prendre beaucoup de vent, tu t'aperçois quand il explose dans les 20 derniers kilomètres, c'est ça. Il explose vraiment, parce qu'il finit à 3 minutes 38 aujourd'hui. Il a vraiment souffert dans cette heure-là de course. Mais Benoot, tu t'aperçois que ce qu'il a consommé comme énergie également à 80 bandes de l'arrivée, c'est ce qui lui coûte à la fin. Bon, Van Dijk, il avait plus un rôle d'équipier, il s'en sort plutôt bien même, Van Dijk. Mais c'est vrai que je pense que Visma Lease a Bike n'a pas une stratégie claire. À un moment, il fallait dire tu protèges Jorgensen ou tu protèges Jorgensen et Benoot. Mais là, on a eu l'impression qu'il y avait trois leaders. Moi, je comprends pas pourquoi à un moment on voit Van Barle rouler un petit peu pour sa pomme. Parce que Van Barle, depuis le début de saison, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Sur les pavés, ça n'a pas été fameux, quoi. Hein. On l'a vu sur le Grand Prix O3 88, 47e de Kurn, 34 du Home Loop. Et puis même sur Tirreno, il n'est jamais dans le coup du côté des sprints. Donc c'est un début de saison qui est compliqué pour Van Barle. Pour tout vous dire, il a 5 points UCI seulement marqués. Ce qui est quand même pas foufou pour un coureur de ce niveau-là. Il va peut-être se refaire sur Roubaix, mais ça semble un peu compliqué pour le néerlandais, qui passe à côté d'une période où c'est peut-être l'une des rares périodes où il a un statut intéressant. Et moi je trouve que du côté de cette formation, on est passé complètement à côté en termes de stratégie. On pouvait quand même faire plus collectif que ce qu'on a fait. Certes, il n'y avait pas Van Aert, certes, il n'y avait pas Laporte, il n'y avait pas Olaf Koy aussi, on va dire, mais quand même, Jorgensen, on pouvait lui faire la course autour de lui. Je ne sais pas si c'est un choix de Jorgensen de rouler fort à 110 km de l'arrivée et d'essayer d'anticiper. Est-ce que c'était un choix de l'équipe au briefing, mais ça n'a pas marché. Et je pense que du côté de la Visma Lease a Bike, le bilan ce soir est un petit peu maigre, avec seulement une 15e place. On est passé à côté du côté de l'équipe néerlandaise. Deuxième flop du jour, Pedersen. On parlait face à Van Aert du statut qu'a Van Aert aujourd'hui, quand je dis que souvent il y a un peu un syndrome d'infériorité par rapport à Van Der Poel, et que je dis tout le temps en fait Van Aert, à chaque fois quand il court avec Van Der Poel, il est tellement focalisé sur Van Der Poel qu'il en oublie sa propre course, parce que il a l'impression que s'il ne suit pas Van Der Poel, il va complètement se rater dans cette course. Par exemple, c'est ce qu'a essayé de faire Kung aujourd'hui. Kung est passé complètement à travers en se focalisant trop, je pense, sur Van Der Poel. Je pense qu'il ne faut pas trop se focaliser sur Van Der Poel. À certains moments, il faut être concentré sur lui, mais il ne faut pas être tout le temps concentré sur lui, parce qu'il a une manière de courir à part.
Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, mais à 10 km du Vieux-Coirmont, du premier passage au Vieux-Coirmont, à 30e en partant de la fin du peloton. Et il va réussir en 5 km à remonter dans les 20-30 premières positions. Mais il y a peu de coureurs qui ont cette faculté-là sur le vélo. Et du côté de Pedersen, la manière dont il a eu de courir aujourd'hui, on avait l'impression d'avoir un coureur qui était absolument pas en confiance, qui était absolument pas sûr de lui. La manière dont il décide d'attaquer à 110 km de l'arrivée, un moment pendant 15 km, il a 10 secondes d'avance. Il a Gianni Vermeersch dans la roue qui décide de le relayer parce que j'ai envie de dire que c'est vrai que Gianni Vermeersch, c'est le deuxième coureur qu'on peut mettre au top avec Craig Anderson parce que le travail qu'il a fait à ce moment-là était très important. Mais on voit énormément Pedersen rouler et là il a perdu énormément d'énergie dans ces 15 km là. Il a grillé une cartouche énorme et en plus derrière il retente encore d'attaquer. Il repart à l'attaque pendant entre 110 km de l'arrivée et 50 bornes de l'arrivée. Je pense qu'on doit le voir au moins 4 ou 5 fois à l'avant de la course en train d'attaquer. Il a complètement gâché ses chances à ce moment-là. Ce qui est dommage du côté de la Lidl Trek, c'est qu'il n'y avait personne dans la voiture pour lui indiquer, pour lui dire de se calmer. Parce qu'il y a un moment, la Lidl Trek, ils auraient dû lui dire Coco, on voit bien qu'avec Gianni Vermeersch, l'écart n'avance pas. On voit bien qu'il est juste là pour passer des relais gentiment, mais qu'il n'est pas là vraiment pour t'aider. Arrête, voilà, attends le peloton. Il n'y a personne qui est en capacité de lui dire ça dans la voiture, surtout quand, contrairement à si on avait eu Stuyven, si on avait eu... là, c'était le seul leader, Pedersen, aujourd'hui. Donc je trouve qu'il a gâché énormément d'énergie, parce qu'on voit qu'il s'était quand même bien refait la cerise après sa chute à travers la Flandre, et là ça devient ensuite très très difficile pour Pedersen parce qu'à chaque fois il accumule les efforts et à la fin dans les 20-30 derniers kilomètres il peut pas suivre, il peut juste pas suivre parce que un peu comme Jorgensen il a explosé complètement explosé. Donc c'est dommageable. Alors je sais pas s'il a fait ça parce qu'il s'est dit l'année dernière ça avait marché, donc je retente ma chance de cette manière-là, sauf que l'année dernière, la configuration de la course, elle était différente. Il y avait Pogacar, il y avait Van Der Poel, il y avait Van Aert. On n'était pas du tout dans la même situation, on n'était pas dans une situation d'un leader archi favori unique. Tu fais pas ça. Tu peux pas courir de la même manière. C'est ce que disait un petit peu Jalabert, je suis assez d'accord avec lui, disait... Pedersen ne s'est pas adapté aux configurations de course qui évoluaient pendant cette épreuve. C'est-à-dire que attaquer à 110 km de l'arrivée, on voyait Jorgensen accélérer, on voyait que Van Der Poel était un petit peu derrière, on peut se dire, on peut peut-être piéger Van Der Poel. Quand à 85 km de l'arrivée, il refait la même chose, tu ne peux pas réattaquer à ce moment-là, parce qu'il y a Craig Anderson qui est revenu, parce que tu as Gianni Vermeersch, alors que 15 km avant, il était tout seul, Van Der Poel. Donc oui, il fallait charger parce que la Visma Leasebike avait fait un travail de sable pour isoler Van Der Poel. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, il ne pouvait pas il pouvait pas essayer de contrer tout le monde, Van Der Poel, à 100 bornes de l'arrivée. Sauf qu'à 85 km de l'arrivée, la situation a évolué. Et il s'est retrouvé tout seul comme un con, Pedersen. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il rate... il pouvait peut-être pas aller chercher Van Der Poel, mais il pouvait faire mieux. Voilà, et je trouve qu'il est passé complètement à côté de cette épreuve. Fred White, j'aurais pu mettre Mohoric aussi. Mohoric qui est tombé, ça c'est pas une bonne nouvelle pour la Bahreïn. Surtout que c'est pas comme si que la Bahreïn faisait un grand début de saison. Ouais, c'est compliqué Fred White depuis le début de saison. J'ai envie de dire qu'on est sur les bases de l'année dernière. C'est un coureur qui a fait une année 2022 qui était exceptionnelle. L'année 2022 de Fred White, on le voit dans énormément d'échappées, que ce soit sur le Tour de France, sur la Vuelta, mais il est omniprésent. Pour moi, c'était la grande révélation de 2022, dans mes top 10. 2023, il passe complètement à travers. Pour moi, ça fait partie des grosses déceptions. 2024, c'est pas mieux. C'est pas mieux en termes de résultats. Alors c'est vrai que parfois vous avez des coureurs qui arrivent à sauver, je pense Sheffield, on ne l'a pas vu de l'année, Sheffield il fait 6 aujourd'hui.
Bon, ça arrive parfois, ce genre de situation. Mais là, aujourd'hui, ça s'est pas passé correctement pour Fred White, qui a été très discret, mais j'ai envie de dire, la Bahreïn Victorious passe à côté. Parce que c'est le seul coureur qui finit. Là aussi, hein, 15 points UCI marqués par cette formation aujourd'hui. C'est pas top. Govka, Radjovic, on s'attendait pas forcément à des merveilles de ces coureurs-là. Par exemple, Pasqualone passe à côté. Pour Mohoric, tombe. Milosevic, c'est un coureur, je ne comprends pas, hein, le croate, parce que il avait fait. C'était le Tour de Sicile, où il fait une super échappée en 2022. Oui, c'est le Tour de Sicile, où il gagne une étape devant des équipes World Tour. Derrière, il gagne aussi la Carpathian Courier Race en Pologne, pardon, qui est aussi une course importante chez les jeunes. Vainqueur du contre-la-montre du Giro della Regione aussi. Et puis sur le Tour de Croatie, il s'était montré. Deuxième du contre-la-montre également des championnats d'Europe, par exemple, junior. Donc il y avait eu des bons résultats. Ça fait depuis 2 ans et demi. Hein. Par contre, chez les pros, ça ne marche pas. L'année dernière, il est champion de Croatie du chrono. À part ça, IP remporte, c'était une épreuve nationale, donc c'est même pas une épreuve pro, aux Émirats Arabes Unis, le Al Salam Championship, face à Radjovic, voilà, mais qui n'est pas une épreuve du tout professionnelle. Le reste, c'est néant. 2024, c'est néant aussi. Donc j'ai du mal à comprendre comme un coureur qui était performant, on va dire, en 2022. Je ne dirais pas que c'était un champion du monde en puissance, mais on voyait quand même un petit talent, réussi à disparaître à ce point en 2023-2024. Enfin, là, aujourd'hui, c'est quand même un coureur qui a quand même beaucoup de mal, Radjovic. Et puis Mohoric, là, oui, c'est la grande inquiétude. Je ne sais pas si on a déjà le bilan médical de Mohoric. Est-ce que dans l'actualité, j'ai les infos récent, moins de 24 heures. Non, j'ai pas l'information pour lui, mais bon, j'espère que c'est pas trop grave, voilà, pour Mohoric, mais il semblerait qu'il allait à l'hôpital, donc c'est que ça devait pas être top. La chute semblait pas très grave. Après, il est peut-être retombé derrière et qu'on ne l'aurait pas vu, mais c'est un petit peu dommage là pour Mohoric. Et puis je termine avec Madouas. Tu peux pas gagner en étant aussi mal placé. Enfin, je suis désolé, mais Madouas, soit il décide de se concentrer sur les courses par étapes, s'il décide vraiment que... pour moi, c'est un bon coureur, c'est un coureur qui est endurant, Madouas. Donc sur ces profils-là de course d'une semaine, c'est là où il peut être performant. Mais il faut qu'il soit placé. Parce que avec le placement qu'il a, il faut qu'il soit 3 jambes au-dessus de tout le monde. Tu peux pas être 3 jambes au-dessus de Van Der Poel. À part si Van Der Poel, il se pète une jambe. Mais tu peux pas être 3 jambes au-dessus de Van Der Poel. Son placement est catastrophique. C'est presque même un miracle qu'il arrive à faire 16 aujourd'hui. Parce que quand tu vois son placement avant le vieux Quarmont, en plus, avant les passages importants, quoi, il doit être mieux placé. Donc s'il n'arrive pas à frotter, faut qu'il s'entraîne. Je suis désolé, il faut qu'il prenne la main. Faut qu'il s'entraîne à être plus à l'aise techniquement sur un vélo. Pourquoi pas faire du cyclocross? C'est même fou parce qu'il est breton. Tu as quand même eu une culture du cyclocross en Bretagne assez importante. Je ne vois aucun résultat en cyclocross. Il n'est pas marqué sur Pro Cycling Stats. Alors, peut-être qu'il a fait des épreuves, mais mineures en termes de cyclocross. Il faut qu'il soit plus à l'aise sur ses capacités à frotter. S'il veut être performant sur ces épreuves-là, il faut qu'il se débrouille en cyclocross. Et il faut qu'il frotte plus, donc il faut qu'il soit plus à l'aise sur un vélo. Là, il passe complètement à côté. Hein. Aujourd'hui, il fait 16, mais il est assez transparent et puis surtout, il est jamais dans le bon timing. Stefan Kung, ouais, ça a été dur. Ça a été dur. L'année n'est pas simple pour Kung. Hein. Bon, on va revenir du côté personnel, mais je trouve qu'il est moins en jambes que les années précédentes. Même avant ses soucis avant Tirreno Adriatico. Là c'est compliqué pour lui parce que il passe à travers quoi Kung, hein.
Je suis désolé, mais il est tombé. Alors peut-être qu'il y avait la chute a eu des conséquences, mais c'est vrai que ça a été une course compliquée. Pity, il explose. Bon, Pity, il fait 39e à 49, mais il est jeune. Encore une fois, la longueur de la course, c'était compliqué. Mais c'est vrai que Kung et Madouas, c'est difficile. Mais Madouas, hyper mal placé. Kung, je pense qu'il fait un peu des efforts en trop aussi. Et puis, on voit que physiquement, il était un peu sec, quoi. Kung, mais très déçu ouais, par Madouas. Parce que, bon, certes, il fait 16, mais c'est un coureur qui est capable de faire mieux. Mais il faut qu'il sache frotter. Il faut qu'il soit plus à l'aise sur un vélo. Parce que il a un talent fou, c'est d'être très fort sur les épreuves longues. J'ai envie de dire, plus c'est long, plus il aime, Madouas. Mais il sait très bien que sur ces courses-là, faut savoir se placer. Les monuments, les Amstel Gold Race, toutes ces courses-là, faut être bien placé. Là, aujourd'hui, avec son placement actuel, il gâche trop d'énergie. Donc il ne peut pas être présent dans la dernière heure de course. Donc il faut qu'il arrive vraiment à trouver des solutions dans ce domaine-là. On verra s'il y arrivera dans le futur. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre un commentaire, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!